pour la prochaine présentation, on va accueillir Thierry Gendron-Dugré, qui est professeur au Collège Montmorency et qui... désolé, j'avais mon... qui va nous parler aujourd'hui de la fausse conscience du sujet néolibéral. Donc, accueillons Thierry Gendron. Je tiens aussi donc à remercier Marie-Michel, Charles, Guillaume pour l'organisation du colloque. Je crois que ce colloque est l'occasion en quelque sorte de mettre de l'avant un aspect de notre profession qui est insuffisamment valorisé. Je crois que chacun de nous toutes et tous ne sont pas uniquement capables de transmettre des compétences et des savoirs, mais également donc de contribuer au développement de ce savoir qu'on peut par la suite, bien entendu, faire bénéficier, dont on peut faire bénéficier nos étudiantes et nos étudiants. J'ai vraiment besoin du micro. En tout cas, ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est et relié plus spécifiquement donc au troisième thème, si on veut, du colloque, soit celui de la vivabilité. Quand j'ai pris connaissance donc des différents thèmes du colloque, j'ai tout de suite pensé, c'est peut-être grave, à l'ouvrage de Théodore Adorno, Minima Moralia, que par ailleurs j'avais pas lu depuis un certain temps. C'est pas toujours léger comme ouvrage. Comme une des raisons pour lesquelles j'ai pensé à cet ouvrage-là, donc c'est déjà le sous-titre de l'ouvrage, Réflexion sur la vie mutilée, laisse entendre justement que dans cet ouvrage, il nous transmet ce qu'il appelle lui-même un triste savoir quant à la vie à notre époque de capitalisme avancé. Selon lui, nos expériences quotidiennes, même les plus banales, portent en quelque sorte la marque de la domination exercée par une organisation économique qui tend à être totalitaire dans sa manière justement de déterminer et de façonner chacun des aspects de nos vies. Parallèlement, dans cet ouvrage, Adorno va poser, en quelque sorte, à nouveau frais, la question originaire, si on veut, de la philosophie, ou une des questions originaires de la philosophie, soit celle, la question socratique de la bonne vie ou de la juste vie. Ce qu'il cherche à faire en posant cette question-là, c'est moins d'y répondre de manière positive, en disant exactement ce à quoi devrait ressembler une bonne vie, mais c'est plutôt en cherchant à évaluer la possibilité même d'une bonne vie, d'une vie juste, dans un monde qu'il dit par ailleurs faux, un monde qu'il dit par ailleurs malade et profondément donc irrationnel. Autrement dit, il pose en quelque sorte la question s'il y a encore un sens à élaborer une éthique ou une morale, alors qu'une société immorale, irrationnelle, nous entraîne immanquablement à sa suite et tend à nous former à son image. C'est donc en me basant sur ce texte, Minima Moralia, et un autre portant sur le déclin de la culture, que je vais aborder dans un deuxième temps, ainsi que sur l'ouvrage de Pierre Dardot et Christian Laval, qui ont écrit un grand ouvrage sur le néolibéralisme, que j'aimerais soutenir la thèse, pas très originale, que l'éducation ou la formation à notre époque néolibérale tend à priver ceux qu'elle forme de la capacité à faire l'expérience du caractère invivable, mutilé et pathologique de nos vies. Comme le dit Adorno dans la dédicace de Minima Moralia, excusez-moi, ce qui jadis en méritait pour les philosophes de s'appeler la vie est devenu une affaire privée et ne relève plus finalement que de la consommation. Et comme tel, tout cela est à la remorque du processus de la production matérielle, dépourvu d'autonomie et de substance propre. Ainsi, le regard que nous posons sur la vie s'est mué en une idéologie qui nous trompe en masquant le fait que cette vie n'existe plus.
En cette vie que nous pourrions influencer avec une éthique, avec une morale, elle n'existe plus dans la mesure où elle est justement à la remorque de ce processus de production matérielle. Très brièvement, l'ordre de la présentation. Donc, je vais vous dire en quoi, selon Adorno, nos vies ou notre vie serait mutilée ou pathologique. Comment on peut parvenir à diagnostiquer une pathologie alors qu'on est supposément informé par cette même société. Je vais essayer vers la fin de parler de demi-culture, ce qui serait le sort de notre culture à notre époque, et son lien avec la fausse conscience, et je vais le faire de manière très très brève parce que je ne veux pas vous retenir éternellement, revenir sur la question de la responsabilité du sujet néolibéral tel qu'il a été théorisé chez Dardot et Laval, et avant de conclure. Donc, je l'ai déjà dit, selon Adorno, donc, dans notre société contemporaine, la vie individuelle, elle est dominée dans ses moindres aspects par l'organisation économique et par la culture que cette organisation informe. Comme il le dit, par ailleurs, il n'y aurait plus rien d'innocent, plus rien de neutre, en quelque sorte, dans nos attitudes, dans nos relations aux autres, dans nos pratiques quotidiennes, plus rien, justement, de neutre dans nos rapports aux choses ou aux autres et à nous-mêmes. Peu de place à la spontanéité dans ces rapports, peu de place à la nouveauté. Comme il le dit, celui qui veut savoir la vérité concernant la vie dans son immédiateté, il lui faut enquêter sur la forme aliénée qu'elle a prise, c'est-à-dire sur les puissances objectives qui déterminent l'existence individuelle au plus intime d'elle-même. Or, le rapport entre la vie et la production matérielle, qui dans les faits ravale la première au rang d'épiphénomène de la seconde, est un non-sens complet. La fin et les moyens sont pris l'un pour l'autre. À vrai dire, le soupçon de cette confusion insensée n'a pas encore été totalement éliminé de la vie. On reviendra sur cette dernière idée. La rationalité propre à cette organisation économique tend à soumettre les différents rapports que les individus ont avec le monde à des rapports de nature instrumentale ou utilitaire, notamment en raison de la peur que nous avons à perdre nos moyens de subsistance. C'est en quelque sorte le moteur qui nous pousse à agir d'une certaine manière. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans la prochaine citation. Comme les gens ont peur, les chômeurs, mais aussi les gens en place, qui peuvent à tout moment s'attirer les foudres des investisseurs dont ils représentent les intérêts, ils croient qu'à force de sympathie, d'empressement, de serviabilité, qu'en multipliant les ruses et les détours, en somme, grâce à leur qualité de commerçants, ils pourront se recommander auprès d'un exécutif qu'ils se représentent comme omniprésent. Et bientôt, il n'existe plus de relation qui n'ait visé à se faire des relations, pas un mouvement qui ne soit soumis à une censure préalable, cherchant à s'assurer si d'aventure on n'allait pas là commettre un impair. Donc bientôt, soumis à cet impératif de productivité, soumis à cet impératif de rentabilité, c'est la vie privée elle-même qui en vient à prendre des airs d'activité commerciale, qui vise donc à obtenir un avantage de nos contacts, des personnes autour de nous, même lorsque on n'a rien à vendre ou rien à acheter en soi. L'un des éléments qui fait l'intérêt de Minima Moralia, c'est l'attention qu'Adorno porte à ces expériences quotidiennes, banales presque, qui seraient donc marquées par l'universalité de l'impératif d'efficacité et de productivité propre au capitalisme. Il remarque, par exemple, que la sensibilité et la délicatesse entre les individus, délicatesse, comme il le dit, qui n'est rien d'autre qu'à la conscience que sont possibles des relations affranchies de finalités utilitaires, que cette délicatesse, donc cette sensibilité, tend à disparaître, puisque, et comme il l'écrit dans le même passage, tout voile de délicatesse, par exemple, qui viendrait s'interposer dans les relations entre les individus, est ressenti comme une perturbation du fonctionnement de l'appareil
globale de l'organisation économique. Il donne par ailleurs un autre exemple, j'espère que j'ai le temps de le faire, j'espère que je ne le regretterai pas, mais l'exemple que nous aurions perdu, nous aurions désappris à fermer une porte doucement, je le cite, désappris à fermer une porte doucement et sans bruit tout en la fermant bien. Un geste qui, en apparence, est banal, mais qui deviendrait donc de plus en plus rare dans une société qui se soucie peu du raffinement, qui condamne en quelque sorte l'hésitation et qui se préoccupe surtout d'obtenir des résultats. Dans ce cadre, claquer la porte réussit très bien à faire ce que l'on veut, ou si la porte se referme elle-même, on perd l'habitude de regarder derrière soi, peut-être que vous avez déjà vécu la chose, regardez derrière vous pour vous assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous suivait et dans quel cas vous auriez peut-être dû tenir la porte. Ce sont ça devient des réflexes, en quelque sorte, de claquer la porte ou de ne pas regarder derrière soi quand on sait que la porte se referme elle-même. Et c'est ce qui, selon Adorno, nous fait ressembler de plus en plus à des machines, en quelque sorte. Oui, je me dis que je la laisserai, j'espère. Il dit, s'il y a dépérissement de l'expérience acquise, la faute en revient, pour une très large part, au fait que les choses étant soumises à des impératifs purement utilitaires, leur forme exclut qu'on en fasse autre chose que de s'en servir. Il n'est plus toléré le moindre superflu, ni dans la liberté des comportements, ni dans l'autonomie des choses. Comme on va le voir dans un instant, ces expériences quotidiennes, ou l'analyse de ces expériences quotidiennes-là, vise également à mettre à jour comment les choses pourraient être différentes. Le fait de constater que l'on ferme violemment la porte nous fait, en quelque sorte, réfléchir au fait qu'on pourrait fermer différemment cette porte-là et donc s'interroger sur les forces qui nous poussent à fermer violemment une porte. Et ce qui nous amène en quelque sorte à la question pathologique, le fait de soumettre les vies au diktat de la productivité n'est pas sans entraîner des effets, disons, moribonds ou des effets délétères plutôt. Pour Adorno, ce qui est considéré normal, ce qui est considéré rationnel, ce qui est considéré sain dans nos sociétés, est en quelque sorte, ou est plutôt la maladie de l'époque. Plus la santé prolifère, plus les choses iraient en empirant. Parce que, par ailleurs, le réchauffement climatique, on l'a abordé, illustre en quelque sorte de manière assez explicite. Sous le poids donc de cette domination du processus économique, les individus en viennent à intérioriser leur impuissance sociale, collective, politique, et à refouler des désirs qui ne seraient pas admis dans cette organisation économique. Mais ça va plus loin, parce que ce ne sont pas uniquement les désirs qui sont refoulés, mais jusqu'aux symptômes qui découlent de ce refoulement que l'organisation sociale cherche à faire disparaître. Comme il le dit, donc, la santé intérieure de notre époque réside en ceci, qu'elle a coupé la retraite à la possibilité de fuir dans la maladie sans pour autant changer la moindre chose à l'étiologie dont procède cette dernière. Et, comme il le dit quelques aphorismes plus loin, cela fait partie du mécanisme de la domination que d'empêcher la connaissance des souffrances qu'elle engendre. Ainsi, on pourrait dire, avec Adorno, que la volonté des autorités d'éloigner des centres urbains les dépotoirs, les sans-abri, d'une part, et par ailleurs, la prescription massive d'antidépresseurs dans nos sociétés relève en quelque sorte du même geste, c'est-à-dire de rendre invisible ou inoffensive la misère et la maladie donc engendrées par notre organisation économique. Et selon Adorno, ce serait dès notre plus tendre enfance que ces déformations psychiques commenceraient en quelque sorte. Des déformations qui visent ultimement à nous adapter au monde malade, à nous rendre prêts à être adaptés à un monde qui serait néanmoins donc pathologique, et même en quelque sorte comme il le dit dans un passage, il dit qu'il faudrait mesurer à quel point il y a eu ces déformations psychologiques pour générer chez les individus une humeur enjouée face à une société
qui ne va pas très bien. L'état normal est aussi normal que la société défigurée à laquelle il ressemble, et il résulte, pour ainsi dire, d'une incursion dans la préhistoire des individus qui a brisé les forces pulsionnelles avant même qu'il y ait eu le moindre conflit, avant même qu'on puisse ressentir qu'on est en conflit avec ce que l'organisation sociale veut faire de nous. On chercherait à étouffer la possibilité du conflit. Ainsi, l'absence de conflit ultérieur montre que les jeux sont faits d'emblée et reflètent le triomphe a priori de l'instance collective de la société et non pas la guérison par l'anamnèse. Donc, dans ce cadre dans lequel la société détermine non pas uniquement l'organisation de la production matérielle, mais forge jusqu'à, en quelque sorte, la substance de l'individu, c'est-à-dire ses pratiques, nos croyances, nos besoins, nos désirs, etc. L'individu est réduit au statut d'objet, impuissant qu'il est, d'une part, à influencer sa société, politiquement, à influencer donc la totalité sociale, si vous voulez, mais le plus souvent aussi impuissant à comprendre que cette totalité-là l'affecte, le détermine, lui dicte, en quelque sorte, ce qu'il doit penser, ce qu'il doit désirer, etc. Adorno pense donc ainsi que le capitalisme avancé, contrairement à ses phases antérieures, on va revenir sur peut-être cette distinction, se caractérise notamment par la dissolution du sujet, en ce qu'on dénie à l'individu son autonomie, sa capacité à penser de manière critique, c'est-à-dire donc d'abord la capacité à se reconnaître comme un produit de l'universel, de la société, et de telle manière à ce que l'individu en vienne, ou soit incapable de faire l'expérience, à partir de sa propre vie, que quelque chose cloche dans l'organisation sociale, que quelque chose cloche dans les discours idéologiques qui visent à justifier cette organisation sociale-là. La vie, donc, serait doublement mutilée, d'une part parce que l'individu serait contraint à épouser la forme qu'impose la structure économique, en faire de nous des machines productives, d'une part, et d'autre part, donc, mutilé dans la mesure où nous serions privés de cette capacité à prendre conscience de cette mutilation, de cette première mutilation, si vous voulez. À la question « Comment diagnostiquer la pathologie sociale ?» Si l'individu est formé à l'image de cette totalité sociale, de cette société qui domine son destin, comment cet individu peut-il en venir à qualifier cette totalité de pathologique? Autrement dit, comment reconnaître que notre vie est malade, que notre vie est irrationnelle si on ne connaît rien d'autre, ou si on ne bénéficie pas en quelque sorte d'un modèle de vie bonne qui serait intemporel, qui puisse nous servir de critères normatifs. Adorno répond rapidement à cette question. Le diagnostic de la maladie des gens en bonne santé, selon les normes de la société, ne peut être fait qu'au plan de l'objectivité, en prenant la mesure de l'écart existant entre la façon rationale dont ils conduisent leur vie et la possibilité qu'il y aurait de la déterminer de façon plus raisonnable. Car le sacrifice que la société attend de chacun est tellement universel qu'il ne se manifeste en fait qu'au niveau de la société en tant que telle et non pas au niveau de l'individu. Autrement dit, ce n'est que lorsqu'on considère en quelque sorte le potentiel effectif, pour prendre un terme hegelien, on ne parlera pas d'Hegel longtemps, le potentiel effectif de la société dans sa globalité que, excusez-moi, bref, non, ce n'est que lorsqu'on considère ce potentiel effectif propre à une société, quand on considère le potentiel de ce qu'on pourrait réaliser avec les moyens matériels de chaque époque, qu'on en vient à pouvoir, en quelque sorte, concevoir l'ampleur des mutilations qui sont infligées globalement aux vies singulières. Selon Rahel Yehi, donc qui est aussi issu de l'école de Francfort,
c'est notamment le fait qu'Adorno se réfère ou part en quelque sorte d'un bon universel, d'un universel positif ou de l'idée d'une société correcte, sans jamais la définir de manière positive. C'est ce qui distinguerait Minima Moralia d'autres théories éthiques qui s'inscrivent, selon elle, donc dans le cadre de référence libérale. En effet, donc, contrairement à ces théories qui auraient, selon elle, abandonné la question socratique de la vie bonne, qui ne serait en quelque sorte se discuter en raison de, et je la cite, l'irréductible pluralisme éthique des sociétés modernes, Adorno donc ranime cette question socratique, sans toutefois y répondre directement. D'une part, donc, s'il défend la nécessité de poser cette question, c'est d'abord parce que toutes les réponses qu'on est susceptible de donner à cette question, qu'est-ce qui fait une vie bonne, proviennent de cette forme de vie qu'est le capitalisme. Dans la mesure où on est déterminé, les réponses que l'on peut apporter à cette question, comment devrais-je agir pour bien vivre, nous proviennent donc de l'organisation économique. Et donc, autrement dit, on ne pourrait se satisfaire, selon elle et selon lui, de la tolérance libérale, disons, envers les différentes conceptions que les individus peuvent avoir de la vie bonne, parce que ces mêmes conceptions de la vie bonne seraient inculquées par un système totalitaire dont la santé serait, selon Adorno, pathologique. Dans ce cadre, et toujours selon Jaeggi, tolérer le pluralisme éthique revient en quelque sorte à sanctionner ou à adhérer à une organisation sociale qui réduit à peau de chagrin la liberté des individus, au point où la question de la vie bonne ne peut plus être considérée comme une simple affaire privée, dans la mesure où elle est toujours déjà informée par la totalité sociale. D'autre part, si Adorno ne peut pas répondre positivement à la question de ce qu'est ou ce que serait une vie bonne, c'est que la réponse à cette question dépend toujours d'une part des circonstances historiques, du contexte culturel et économique dans lequel on se pose cette question-là, et de toute façon, sa réponse risquerait d'être déterminée par ou conditionnée par cette totalité sociale. Donc, c'est pour cette raison, justement, que Jaeggi rappelle que pour Adorno, toute éthique a comme condition de possibilité une critique sociale de l'idéologie qui informe ce que nous croyons être, en fait, des choix de vie privés. Toute éthique supposerait d'abord d'analyser les conditions sociales, et comme il l'écrit, par ailleurs, selon Adorno, dans un autre texte, il n'y a aucune liberté dans la seconde nature. La dépendance universelle dans laquelle nous sommes pris, et de ce fait, il n'y a pas non plus d'éthique dans le monde administré. C'est pourquoi la critique du monde administré constitue la présupposition de l'éthique. Sans quoi, l'éthique serait en quelque sorte abstraite, parce qu'elle ignore les conditions qui la conditionnent, en quelque sorte. Et donc, avant même de se demander comment devrions-nous agir, il faut se demander qu'est-ce qui nous fait agir, qu'est-ce qui nous fait penser d'une manière ou d'une autre. Et donc, dans une société qui tend à occulter le conditionnement des consciences qu'elle opère, ce qu'Adorno désigne comme une société fausse, il devient impossible de déterminer ce qui serait le bien. Jaeggi résume de cette manière. Pour le dire simplement, dans une fausse société, le bien ne peut être réalisé. Il ne peut être identifié, et même indépendamment de sa réalisation, il n'existe pas et n'est donc pas disponible en tant que norme indépendante contrefactuelle pour agir correctement. C'est ce qui, notamment, sape toutes les tentatives philosophiques de s'ériger en législation face à une réalité problématique. Toutes les éthiques, en quelque sorte, qui ignorent ce conditionnement seraient en quelque sorte abstraites. Comme donc ce qui est bien ou ce qui est juste ne peut pas se trouver dans les réponses toutes prêtes que nous offre la société, c'est à partir des mutilations de nos vies, selon Adorno, mutilations qui sont révélées en quelque sorte par une idée ou l'idée d'une société correcte, c'est à partir de ces mutilations-là qu'il devient possible d'entrevoir comment nos vies pourraient être meilleures. Comme dans l'exemple que je vous ai donné, à partir du moment où je constate que je claque la porte tout le temps, je peux commencer à imaginer les manières d'améliorer l'état des choses.
Donc, si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, hein, l'exemple de la délicatesse et de la sensibilité, hein, il devient possible de concevoir l'écart qui existe entre cette version de la délicatesse, hein, celle dans laquelle tous mes rapports sont réduits donc à des rapports instrumentaux, utilitaires, et la version de la délicatesse hein, qui pourrait être dans le cadre d'une organisation sociale qui ne serait justement pas dominée par la compétition et la recherche de profit. Le problème, en quelque sorte, demeure dans la mesure où si l'individu est empêché hein, par sa culture et par son éducation, et ça nous touche directement en tant que professeur de philosophie, si hein, la culture dominante et l'éducation dominante empêchent l'individu de prendre conscience hein, qu'il est déterminé par la totalité sociale et que ce qu'il perçoit comme sa liberté hein, n'est en fait que le reflet en trompeur projeté par une société qui le destine au conformisme, alors l'individu, hein, c'est un peu là où je voulais en arriver, est privé du savoir et de la distance requise, ou du savoir requis pour apercevoir le caractère moribond, le caractère malade de sa vie et de sa société. Et à plus forte raison, hein, il n'a pas ce qu'il faut pour même réaliser hein, que sa société recèle des possibilités inexploitées. Or, le problème, c'est que justement, selon Adorno, hein, c'est cette prise de conscience nécessaire pour toute forme de pensée critique que tendrait à bloquer hein, notre culture. J'en viens donc à la question de la demi-culture. Il reste combien de temps environ? J'ai aucune idée. 5 minutes. Ça devrait aller. Fantastique. Donc, dans un texte de 1959, donc un peu plus tardif que Minima Moralia, intitulé donc Théorie de la demi-culture, Adorno va commencer par noter que les symptômes hein, de ce qu'on est venu à associer à une crise de la culture et de la formation, hein, le Bildung en allemand, et à un déclin de la culture qui serait observable dans toutes les classes de la population. Cela donc et je le cite, hein, ne se limite pas aux insuffisances du système et des méthodes d'éducation, insuffisances que l'on pointe maintenant depuis des générations. Hein, des réformes pédagogiques isolées ne pourraient parvenir hein, à freiner le mouvement par lequel la culture ou l'éducation, c'est un terme particulier en allemand, serait devenue ce qu'il appelle justement une demi-culture. Hein. Notre culture ou la culture serait devenue demi-culture, qu'il définit d'abord comme ceci. L'omniprésence de l'esprit devenu étranger à lui-même. Hein, j'essaie de ne pas parler trop de Hegel, mais parfois c'est inévitable. Hein, autrement dit, les idées et les pratiques dominantes de la société, en quelque sorte la substance spirituelle de la société, elles-mêmes conditionnées par l'organisation économique, en seraient venues hein, à ignorer leur propre détermination par cette organisation-là. On en vient à ne pas voir que nos idées, que nos pratiques en nous viennent d'en haut, en quelque sorte. Pas d'un groupe de méchants, mais non, de pratiques sociales. Et donc, selon Adorno, hein, c'est cette manière de voir le monde qui serait dominante. Il faut bien comprendre hein, que la demi-culture ne précède pas la culture, hein, elle lui succède. Hein, dans la mesure où, en raison donc de l'évolution des rapports de production, la culture donc avait réussi, excusez-moi. Oui, voilà. Donc, c'est l'évolution des rapports de production que je vais expliciter dans un instant, qui explique pourquoi hein, le passage se ferait de la culture à la demi-culture et non l'inverse. À l'époque, hein, comme le dit Adorno, l'idée philosophique de culture, à l'époque de son apogée, c'est-à-dire donc 17e, 18e siècle, entendait former l'existence naturelle tout en la conservant. Et la viser l'un et l'autre à la fois. Dompter les hommes, hein, elle avait deux fonctions. La visée, donc, cherchait d'abord à dompter les hommes dans leur animalité, au moyen de leur mutuelle adaptation, et préserver, deuxième fonction, ce qui est naturel en résistant à la pression de l'ordre moribond instauré par les hommes.
La culture bourgeoise, donc, avait initialement une visée double. D'une part, apprendre aux individus à vivre en société, à s'adapter à ses règles, et d'autre part, conserver la possibilité pour l'individu de développer son individualité en apprenant à résister et à critiquer la totalité sociale, qui tend à se scléroser. Autrement dit, la culture devait servir à former des individus autonomes. Mais avec la mise en place du capitalisme, les choses ont changé. La déshumanisation due au processus de production capitaliste refusait aux travailleurs tous les prérequis leur permettant d'accéder à la culture et à la formation, à la Bildung, au premier chef le temps qu'ils pourraient consacrer aux muses. Les tentatives qui ont été faites pour y remédier à l'aide de la pédagogie ont dégénéré en caricature. Toute cette prétendue éducation du peuple a souffert de l'idée délirante selon laquelle elle aurait pu, au moins de la seule éducation, révoquer l'arrêt d'exclusion dicté par la société qui bannit le prolétariat hors de la culture. C'est de cette manière donc, que le potentiel émancipateur propre à la culture bourgeoise a été en quelque sorte gaspillé, et a peu à peu laissé place à une conception de la culture qui se réduisait à sa dimension d'adaptation aux règles sociales, où on ne cherchait plus à rendre l'individu autonome, mais on cherchait tout simplement à faire en sorte que l'individu soit adapté à la société dans laquelle il allait évoluer. Peut-être que je peux passer ça. Enfin, comme il le dit, dans ce cadre de demi-culture, les biens de culture qui sont transmis aux masses, que ce soit notamment par l'industrie culturelle dont il était question ce matin, que ce soit les grands classiques ou la télé-réalité, ne servent plus qu'à assurer la fidélité des masses. À travers d'innombrables canaux, on fournit aux masses des biens de culture. Pétrifier, neutraliser, ces derniers concourent à ce qu'on assure la fidélité de ceux pour qui rien n'est trop cher ni trop élevé. Ce coup réussit en adaptant, grâce au mécanisme du marché, les teneurs de la culture à la conscience de ceux qui étaient exclus des privilèges dans l'accès à la culture, alors que seule la transformation de ces derniers en une réelle culture, une réelle éducation de ces derniers serait de la culture. Ainsi, en quelque sorte, le fait que nous ayons accès aux mêmes musées et que nous regardions les mêmes téléséries que Elon Musk contribue finalement à garantir notre adaptation, notre acceptation des règles de la totalité sociale. Mais l'essentiel, et je me dépêche, il me reste quelques pages, je me dépêche, l'essentiel est que l'individu, donc demi-cultivé, a été privé donc de la capacité à poser un regard critique sur un ordre social qu'il détermine, et il en vient, cet individu, à se conformer volontiers à cet ordre et à sa culture, parce qu'il en reçoit en quelque sorte un sentiment d'appartenance. J'accepte cette culture parce que ça me permet de me sentir membre d'une communauté, qui compense en quelque sorte mon sentiment d'impuissance au sein de cette même communauté. Donc, pour éviter le rejet et l'angoisse associées à l'incompréhension du fonctionnement de l'ordre social, l'individu en vient à accepter les explications idéologiques de la demi-culture qui présentent cet ordre social comme quelque chose d'inaltérable, une société qu'on ne pourrait modifier, qu'on ne pourrait affecter. De la sorte, est-ce que j'avais une citation? Oui. De la sorte, l'esprit de la demi-culture se voit lié par serment au conformisme. Non seulement elle se trouve privée des ferments de la critique et de l'opposition aux puissances en place, ferments que la culture portait en soi au XVIIIe siècle, mais plus encore, ce sont l'affirmation et le dédoublement spirituel de ce qui existe de toute façon, le statu quo en quelque sorte, qui deviennent sa teneur propre. La demi-culture ne fait que consacrer ou ne fait que confirmer ce qui existe déjà, et ce par quoi elle justifie sa légitimité. L'individu demi-cultivé s'affaire dans la conservation de soi, sans avoir développé de subjectivité autonome. L'individu est ainsi en quelque sorte vidé de sa substance critique et ne voit plus comment son sort, son destin est affecté par la totalité sociale, et la chose est particulièrement importante, je l'ai pas mis. Enfin, il en vient, et je cite, à faire porter, c'est peut-être relié aussi à ce que Louis disait tout à l'heure, l'individu qui est vidé de sa substance critique en vient à faire porter aux personnes singulières le poids des rapports objectifs. Autrement dit, on ne voit plus que la responsabilité ne relève pas nécessairement des individus, mais davantage des rapports objectifs qui dépassent les individus eux-mêmes.
Si donc la vie de l'individu est invivable, c'est, selon ce demi-cultivé, c'est de la propre faute de l'individu ou c'est de celle d'une poignée d'autres individus particuliers. Jamais est-ce qu'on ne blâme, en quelque sorte, l'organisation économique totalitaire. Je termine cette section-ci, j'ai presque terminé, en soulignant, parce que cela pourrait nous intéresser peut-être en tant que professeur de philosophie, que Adorno distingue la demi-culture de l'inculture. L'inculture en tant que simple naïveté, il pense notamment aux paysans par exemple, simple ignorance permettait une relation immédiate aux objets et pouvait être intensifiée jusqu'à devenir conscience critique. Or, si notre époque est bien marquée par la demi-culture, notre tâche en tant que professeur n'est peut-être pas seulement une de formation, comme on pourrait le faire avec des gens qui auraient peu de culture, mais en quelque sorte, notre tâche en serait une de déformation, dans la mesure où il nous faudrait déconstruire, en quelque sorte, cette demi-culture que nos étudiants ou que les étudiants en général ont pu recevoir. Tout en sachant, Adorno le précise, très bien que le combat contre la demi-culture ne peut être accompli par la seule éducation. On peut bien se morfondre, mais je ne sais plus si je l'ai gardé. Non, je ne l'ai pas gardé en citation. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut changer isolément au niveau de la seule éducation ce qui est produit et reproduit par les données objectives, lesquelles astreignent la sphère de la conscience à l'impuissance. Fin de citation. Je termine. J'ai sûrement dépassé mon temps, je me dépêche. Avant de conclure, donc, j'aimerais dire un mot très, très bref, en quelque sorte, sur le sujet néolibéral, afin de justement faire le lien entre ce qu'Adorno disait il y a plus maintenant de 60 ans sur la demi-culture et notre époque. Donc, selon le philosophe Pierre Dardot et le sociologue Christian Laval, le néolibéralisme, c'est ce qui nous amène à cette question du sujet néolibéral, le néolibéralisme serait en quelque sorte la rationalité aujourd'hui dominante et la raison du capitalisme contemporain. Celle-ci, donc ce néolibéralisme, peut se définir comme l'ensemble des discours, des pratiques, des dispositifs qui déterminent un nouveau mode de gouvernement des hommes selon le principe de la concurrence. Cette donc plus récente phase du capitalisme se caractériserait, selon eux, par cette tendance à former les individus à manière d'entreprise, devant des entreprises qui devraient inlassablement chercher à maximiser leur productivité. Or, donc, la formation de pareil sujet entrepreneurial implique de reporter également sur celui-ci les risques et la responsabilité des échecs, comme on le fait avec une entreprise. Dans les mots de Dardot et Laval, la rationalité néolibérale produit le sujet dont elle a besoin en disposant les moyens de le gouverner, afin qu'il se conduise réellement comme une entité en compétition qui doit maximiser ses résultats en s'exposant à des risques qu'elle doit affronter et en assumant la responsabilité entière d'éventuels échecs. Les techniques managériales, que je connais bien mal, mais viseraient donc à former un individu flexible, comme l'est le marché, est parfaitement justement adapté à la fluidité, en quelque sorte torrentielle, de ces mêmes marchés. Dès lors, écrivent-ils, que le sujet est pleinement conscient et maître de ses choix, il est aussi pleinement responsable de ce qui lui arrive. L'irresponsabilité d'un monde devenu ingouvernable en raison même de son caractère global, de cette totalité sociale, a pour corrélat l'infinie responsabilité de l'individu pour son propre destin, pour sa capacité de réussir et d'être heureux. Ainsi, donc, cette analyse du sujet entrepreneurial néolibéral tend en quelque sorte à confirmer la tendance qu'Adorno attribue à la demi-culture, tendance qui vise en quelque sorte à occulter le poids et la violence d'un ordre social qui se présente de plus en plus comme immuable. Je termine. J'ai sûrement dépassé, je m'en excuse, Charles. Notre tâche, dans ce cadre, peut-être, ce n'est qu'une suggestion, Adorno nous dit, la tâche à laquelle on se trouve confronté, selon lui, consiste à ne se laisser abattir ni par le pouvoir des autres, ni par sa propre impuissance. Et à la toute fin, selon Adorno, ne devrait pas être là, je m'en excuse,
Et au dernier aphorisme de Minima Moralia, il ajoute que la seule philosophie dont on puisse encore assumer la responsabilité face à la désespérance serait la tentative de considérer toutes les choses telles qu'elles se présenteraient du point de vue de la rédemption. Il faudrait établir des perspectives dans lesquelles le monde soit déplacé, étranger, révélant ses fissures et ses crevasses, telles que, indigent et déformé, il apparaîtra un jour dans la lumière messianique. Autrement dit, la tâche de la philosophie serait, selon lui, de comprendre les êtres et les choses telles qu'elles sont et non telles que l'idéologie nous les présente. Chercher continuellement les façons de rendre l'organisation de nos vies non seulement rationnelle selon ce qu'en dit la rationalité dominante, mais plus raisonnable. Et ce parce que justement, cette organisation est bien le produit de rapports humains et non pas un état de fait qui serait immuable. Accepter par ailleurs que la culture, la pédagogie et l'éducation ne peuvent en elles-mêmes parvenir à assurer le développement d'un esprit critique, à résister à la domination de la totalité sociale, alors que celle-ci a pu se reproduire grâce à une culture qui occulte cette domination, et donc que notre acharnement à favoriser le développement de cet esprit critique chez nos étudiantes et nos étudiants risque toujours de demeurer abstrait, à moins que cette organisation sociale n'en vienne à changer pour le mieux. Merci. Désolé si j'ai dépassé les... C'est correct. Merci. Thierry, on a 5 minutes pour des questions. Votre main levée, s'il vous plaît, si vous en avez. Merci d'abord, c'était super intéressant. Je connais mal l'école de Francfort, donc c'était un genre de petite introduction pour moi. Je t'écoutais, je trouvais ça à la fois très convaincant, puis en même temps, je me demandais si Adorno sous-estime pas les forces de résistance au système tel qu'il le décrit, c'est-à-dire face à la rationalité instrumentale, face à des rapports sociaux qui seraient essentiellement stratégiques, intéressés, instrumentalisés. Est-ce qu'il n'y a pas dans le monde vécu des familles, dans le monde vécu des amitiés, dans le monde vécu des églises, dans le monde vécu des communautés, quelle communauté d'artistes, communauté de voisinage, est-ce qu'il n'y a pas encore dans les interstices du système, dans ses marges, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres espaces où on arrive à penser quelque chose comme une vie bonne qui n'obéissent pas à cette logique-là? Puis si oui, est-ce que ça offre pas une base à partir de laquelle résister en quelque sorte? Oui, mais je pense que la question est excellente, Mathieu. En effet, le simple fait que lui-même évoque en quelque sorte des expériences passées, lui-même constate qu'on claque les portes, lui-même constate que la sensibilité a déjà été différente. Donc, je crois qu'il est, oui, sensible à des pratiques existantes, qui existent, qui sont en place. Mais par ailleurs, il cherche je crois qu'il dit à certains endroits, on a besoin d'exagérer en quelque sorte pour faire ressortir la tendance lourde d'une société, sans pour autant exclure. Quand il disait au début que, je ne sais plus exactement la citation, mais qu'il reste, attendez, je vais essayer de retrouver enfin, il dit en quelque part qu'il reste un signe vers une autre façon de voir les choses. Et donc, je crois qu'il est tout à fait sensible au fait qu'il reste en effet des interstices. Et ce qu'il cherche à faire, c'est je crois le sens de ce dernier passage de Minima Moralia, c'est de mettre l'emphase justement sur ces pratiques peut-être alternatives, mais sans tomber dans l'idée que telle et telle pratique constituerait ou représenterait une vie bonne, parce qu'on risque toujours de tomber finalement sous le coup de la domination de la totalité sociale qui nous conditionne. Oui, merci beaucoup pour la conférence. Tout au long de la conférence, je me demandais s'il y avait une touche de nostalgie chez Adorno qui voudrait un retour à quelque chose qui a déjà été, ou si c'est vraiment une ouverture à une nouvelle forme d'existence. Donc, surtout avec il n'y a pas eu de traces
comme tel de religion, de christianisme dans la conférence, sauf pour le dernier mot qui est là présentement. Fait que je me demandais s'il y avait une forme de nostalgie vers un certain ordre. C'est une bonne question. Je crois que, notamment dans le texte sur la théorie de la demi-culture, il parle du potentiel que possédait la culture bourgeoise. Mais il ne dit pas qu'il faudrait revenir en arrière. Il dit que si la culture bourgeoise a en quelque sorte épuisé son potentiel, c'est que c'est aussi en raison de cette culture-là. Donc, il ne s'agit pas de revenir tout simplement en arrière. Il y avait un potentiel dans cette culture si on suit sa vocation à vouloir faire des individus autonomes, il y avait un potentiel de rendre à peu près tous les individus autonomes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faudrait revenir en arrière. Le germe de la barbarie n'est pas apparu tout d'un coup. C'est quelque chose qui a été transmis. À la fin de la demi-culture, il dit qu'il faudrait faire le pari de l'anachronisme, au sens où, non pas il faudrait retrouver cette culture passée, perdue en un sens, mais quand même conserver, défendre cette idée d'une culture qui vise néanmoins à faire des individus autonomes, capables de voir qu'ils sont déterminés par la totalité sociale et donc éventuellement de la critiquer. Donc, je ne sais pas si c'est de la nostalgie comme telle, je crois qu'il voit néanmoins que le passé peut alimenter notre critique du présent je crois que c'est une nouvelle forme de vie qu'il appelle de ses voeux et non pas un retour en arrière. Merci Thierry, c'est la dernière question dont on avait le temps. Ben, merci. Bonne main d'applaudissements pour Thierry.